Prenons un autre exemple. Les diamants. Pourquoi les diamants, c'est cher? Haha. Qui pense que les diamants sont rares? Levez la main. Allez, soyez honnête. Attendez, tout le monde pense que les diamants sont rares. Vous faites genre, ok, c'est quoi la production mondiale de diamants? Ouais, bah t'as pas levé la main. Évidemment que tout le monde pense que le diamant est rare. En fait, le diamant est une arnaque. Le diamant est possédé par une famille. 80% de la production du diamant est possédée par une famille belge qui a fait travailler l'agence McCain dans les années 20, 30, et qui est arrivé avec ce slogan publicitaire qui a été élu meilleur slogan publicitaire de la décennie, Diamonds are forever. Ok? Quand vous pensez diamant, vous pensez rêve, vous pensez luxe, vous pensez classe, vous pensez femme. N'importe quel Américain pense que quand il se fiance, il doit offrir un solitaire. Breakfast at Tiffany, ça a été financé par qui, ce film? Par cette famille. Et en fait, cette famille, depuis les années 30, a fait deux choses. Un, les diamants sont en excess of production. Il faut savoir que le prix réel d'offre de diamants devrait être 200 fois inférieur à ce qu'il est. Mais comme ils ont 100% de l'approvisionnement et que les 20% qui ne maîtrisent pas, ils ont des accords avec ces gens-là aussi, ils ont cornerisé le marché du diamant. Ils produisent beaucoup plus de diamants tous les ans qu'ils n'en vendent et ils ont créé tout un imaginaire autour du diamant rare, précieux, beau. Il y a un article Bloomberg magnifique de 17 pages qui raconte l'histoire du diamant. Tapez Diamant Bloomberg Family Diamond Forever dans Google, vous tomberez sur cet article. C'est extraordinaire cette histoire parce que ça montre qu'un prix peut être drivé par l'offre. Donc, le prix n'est pas forcément quelque chose d'objectivable. Le prix peut être un storytelling que vous créez parce que vous créez un imaginaire autour de votre prix. Donc, l'offre, elle est en excès, mais vous créez un imaginaire qui donne le sentiment, soit en féquant la rareté, en féquant la demande, soit en créant la demande. Et en fait, les dynamiques offre-demande sont des dynamiques beaucoup plus complexes que objectivables. On peut avoir de la demande pour des choses qui sont en offre illimitée. Un sac Louis Vuitton, il est en plastique. Pourtant, la demande, elle est pour un imaginaire, un savoir-faire qui est complètement décorrélé du coût de matière première. Le coût de matière première d'un sac Louis Vuitton s'est écroulé en 20 ans. Le prix, lui, a explosé. Même chose pour un iPhone. Regardez le prix d'un iPhone. Chaque nouvel iPhone est plus cher que le précédent. Est-ce que les composants sont plus chers que le précédent? Absolument pas, ils le sont de moins en moins. Apple gagne de plus en plus d'argent parce qu'ils ont créé une histoire et ils ont créé une croyance et ils ont créé une appartenance. Donc l'argent, c'est un signal. Alors en économie, un signal, ça veut dire que c'est une information qui est donnée entre des parties qui échangent cette information. Le signal, c'est que quand quelque chose est cher, on envoie le signal qu'il est de bonne qualité. Et il faut différencier deux choses, la valeur perçue et la valeur réelle, la qualité perçue, la qualité réelle. Idéalement, vous faites quelque chose de haute qualité réelle qui est vendu à un prix haut. Mais ça, c'est le niveau zéro du pricing. Le niveau ésotérique du pricing, c'est vous vendez quelque chose de cher, quelque chose qui ne coûte pas cher. Et encore une fois, c'est du levier, ça, c'est du leverage. Alors, problème numéro 1 de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils ne se font pas confiance. Ils ont peur, ils pensent que ce n'est pas de la qualité. Et deuxièmement, ils pensent que les phénomènes sont dynamiques, sont statiques, alors qu'en fait, ils sont dynamiques. Je m'explique. L'un des pires conseils qu'on donne aux entrepreneurs, c'est que c'est plus facile de baisser un prix que de le monter. Vous l'avez déjà entendu cette phrase? C'est une phrase que tous les blaireaux qui n'ont jamais fait une boîte dans leur vie disent quand ils veulent donner un conseil à un mec qui essaye. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux prépubères qui donnent des conseils aux puceaux. Ça ne marche pas en fait. Ils sont biologiquement inaptes à comprendre ce qui se passe. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se placent du point de vue que seuls eux connaissent, qui est du point de vue du consommateur. Donc ils se disent, moi consommateur, je préfère quand un prix baisse que quand un prix monte. Donc c'est plus simple de baisser les prix que de les monter. Haha. En fait non. C'est beaucoup plus compliqué de baisser un prix que de le monter. Pourquoi? Parce que quand vous baissez un prix, il se passe quelque chose de magique dans votre boîte. La boîte est toujours construite sur son taux de marge. Retenez cette règle de base.
Quand vous avez un taux de marge élevé, vous avez des dépenses élevées. Quand vous avez un taux de marge élevé, les salaires sont élevés. Quand vous avez un taux de marge élevé, les loyers sont élevés. Quand vous avez un taux de marge élevé, vous êtes dans les beaux quartiers. Quand vous êtes un hardcore discount qui gagne quelques centimes par produit, eh ben vous comptez les crayons et les tables. Amazon, il travaille sur des portes dans les bureaux parce que les portes, ça coûte moins cher que les bureaux. C'est juste pour rappeler à chaque employé que chaque centime compte. Si vous arrivez le premier jour chez Amazon et qu'on vous fait bosser sur une porte, quelle est la première question que vous posez? C'est pourquoi je bosse sur une porte. Et là, votre collègue, il vous dit, ouais, c'est parce que Jeff, il a découvert qu'acheter des portes en faillite, ça coûtait moins cher qu'acheter des bureaux en faillite. Donc, on met les portes sur des tréteaux. Qu'est-ce que vous comprenez instantanément? Qu'il va falloir faire gaffe au pognon. Qu'il va falloir faire très, très gaffe au pognon. Pourquoi? Parce que pas de marge. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de marge et que vous montez les prix? Vous créez de la marge, vous créez du bénéfice. Or, si l'offre, elle est bonne et que la demande, elle est forte, monter un prix, c'est très facile. Si vous vous mispricez et que quelqu'un vient vous dire double tes prix et que vous doublez les prix et que vous gagnez 2 fois plus d'argent, votre structure de coût, elle reste la même. Alors que maintenant, réfléchissons à qu'est-ce qui se passe quand on baisse un prix. Quand on baisse un prix, on réduit sa marge. Et quand on réduit sa marge, on réduit ses bénéfices. Et comme toute la structure a été créée sur un bénéfice plus élevé, il faut baisser les salaires, il faut virer des gens, il faut restructurer la boîte et il faut faire des choses qui ne font plaisir à personne. Quand vous montez les prix et que ça marche, vous pouvez faire plaisir à tout le monde. Quand vous baissez les prix et que ça marche, il faut vous mettre tout le monde sur le dos dans votre boîte. C'est pour ça que baisser un prix est beaucoup plus dur que le monter. Donc, sur les questions d'argent vis-à-vis du pricing, la question fondamentale que vous devez avoir en tête, c'est à combien je dois vendre pour survivre et être évident. Commencez par l'évidence. Commencez toujours par une approche qui est une approche des coûts. Combien ça me coûte? Combien je dois gagner? Faites des ratios simples du genre, j'ai besoin de gagner 3 fois ce que ça me coûte ou 4 fois ce que ça me coûte parce que je vais dépenser un quart en salarié, un quart en frais, un quart en bénéfices et un quart en machin. Faites des choses évidentes qui vous permettront, quand vous aurez les discussions de pourquoi quelque chose coûte le prix que ça coûte, vous pourrez simplement le justifier en une phrase. Parce que c'est impossible d'avoir suffisamment confiance au début, à moins que ce soit votre 2e ou 3e boîte. C'est pour ça que les serial entrepreneurs ont sur ces sujets-là un avantage comparatif incroyable sur les first-time entrepreneurs. Mais si vous êtes first-time entrepreneur, prenez le sujet le plus simplement possible. N'essayez pas d'optimiser. Et quand on vous dit qu'on aurait pu payer plus, eh ben c'est pas grave, dites-vous que c'est le coût de votre apprentissage. Vous tomberez toujours sur des conseillers qui vous disent « Oui, mais ce que tu fais, ça a plus de valeur, monte tes prix, machin, blabla ». Faites-le que quand vous maîtrisez votre offre. Faites-le que quand votre product market fit, il est clair. Faites-le quand vous êtes en phase de croissance. Et là, par contre, faites-vous plaisir. Faites du prix au hasard. Multipliez par 2 et voyez ce qui se passe. Multipliez par 4 et voyez ce qui se passe. Vous êtes en croissance. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Les gens réagissent violemment, vous reculez. Personne ne va vous en vouloir. Faites des tests. Et un autre truc qui est très marrant sur le pricing, c'est qu'un pricing, ça se teste dynamiquement dans le temps. Il ne faut pas hésiter à vendre à plusieurs prix, à plusieurs personnes, comprendre sa segmentation client, comprendre que des gens ne sont pas prêts à payer ce prix-là, c'est donc que ce n'est peut-être pas des gens intéressants, et comprenez à vous focaliser. Mais ça, vous le ferez que dans une phase 2, une fois que vous aurez compris la norme de votre prix. Et c'est la différence entre le prix par valeur, où en fait le prix dépend de la valeur que vous offrez, et le prix par what the fuck, qui est simplement complètement décorrélé et qui est simplement le prix auquel vous croyez. Mais très important, quoi que vous fassiez sur le pricing, répétez-vous devant la glace cette phrase hyper importante, je vaux plus que ce que je facture. Si vous n'avez pas fondamentalement cette croyance au fond de vous, vous n'allez jamais évoluer. Et je parle de croyance parce que c'est vraiment l'un des sujets où on dépend trop de son entourage.